Hervé, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc le premier slide vous rappelle ce que j'appelle la boîte à outils projet de Minalogic, donc tous les dispositifs à votre disposition pour financer l'innovation. Je profite donc que vous êtes relativement nombreux pour parler d'un autre dispositif, donc ça c'est pas prévu ce matin, c'est EasyTech. Alors pourquoi je vous parle d'EasyTech? EasyTech, c'est un programme qui vous permet de transférer une brique technologique d'un laboratoire vers une PME. Je vous en parle parce que sur toute cette liste d'événements, de dispositifs, c'est de loin le plus simple à utiliser, le plus rapide à mettre en œuvre. Il est directement opéré par Minalogic et ça reste un dispositif sous-utilisé à ma grande surprise. Donc rapprochez-vous de vos laboratoires et revenez vers nous avec des projets d'innovation, donc d'un laboratoire vers une PME. Voilà, j'embraye maintenant sur les deux sujets de la journée qui sont également dédiés spécifiquement aux PME et aux ETI. Donc je commence par le projet R&D Booster. Donc vous voyez que dans tous ces projets, il y a des projets collaboratifs individuels. Le projet R&D Booster est un projet collaboratif. Donc on passe au slide Et suivant. opéré par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc ce troisième slide, il a l'intérêt sur une seule page de vous donner tous les éléments, tous les principes du dispositif. Donc la date de dépôt, bien sûr, l'assiette attendue, c'est-à-dire le budget total, donc entre 300 000 euros et 1 million d'euros, la durée du projet, donc de 12 à 24 mois, et les taux de financement. Vous voyez que sont éligibles au dispositif les PME et les ETI jusqu'à 2000 personnes. Et les taux de financement, alors c'est un petit peu complexe pour R&D Booster, mais retenez que pour les toutes petites entreprises, donc moins de 50 personnes, vous pouvez bénéficier jusqu'à 60% d'aide. Au-delà, c'est 50%. Et pour les ETI, donc entre, disons, 250 et 1999 personnes, le taux d'aide est de 40%. Alors, le principe du R&D Booster, c'est que c'est un projet piloté par une entreprise, mais collaboratif, avec au moins 2 entreprises, donc 2 PME, 2 ETI ou une PME, une ETI, et un laboratoire de la région. Voilà. Une petite particularité, donc au moment où vous déposez le dossier R&D Booster, vous devez déclarer s'il s'agit d'un projet de faisabilité, donc ce qu'on appelle bas TRL, donc 5 ou 6. Et dans ce cas-là, si le projet est accepté, vous bénéficierez d'une aide sous forme de subvention, donc typiquement de 150 000 euros à 500 000 euros. Ou alors, vous êtes sur de la recherche du développement expérimental, et là, vous passez sur des TRL plus élevés, supérieurs à 6, donc 6 à 9, typiquement. Et là, vous bénéficierez de ce qu'on appelle un prêt à taux zéro. Et donc, il ne s'agit plus de subvention, évidemment. Et donc là, c'est une aide du même ordre de 150 000 à 500 000 euros. Et vous devez donc, au moment du dépôt, choisir dans quel type de recherche il s'agit. Voilà. Alors, ensuite, en bas à droite de ce slide, vous avez un élément assez important qui est comment Minalogic vous accompagne. Donc, idéalement, nous souhaitons recevoir une première version du dossier 3 semaines à 1 mois avant le dépôt. Alors, je sais que c'est une contrainte pour vous, puisque souvent vous travaillez très vite et très peu de temps avant le dépôt. Bien sûr, pour nous, c'est le gage d'un retour de qualité qui vous sera fait, donc c'est pour ça qu'on tient à avoir ces 3-4 semaines avant la date de dépôt. Donc, en l'occurrence, là, on parle d'un dépôt au 30 mars, au plus tard. Donc, ça veut dire que début mars, il faudrait qu'on puisse récupérer la première version. Vous faire un retour rapide sous 15 jours, ensuite vous améliorez, vous corrigez ou vous prenez en compte nos remarques. On vous décerne le label et ensuite vous pouvez déposer. Le label n'est pas strictement requis pour le R&D Booster, pas plus que pour le PIA d'ailleurs, mais il est recommandé, je dirais apprécié par la région. Et encore une fois, nous, notre idée, c'est pas d'imposer
Le label, c'est de vous apporter un accompagnement de qualité et d'être reconnu pour la qualité de ce retour et de cet accompagnement. Voilà. Slide suivant. Je rentre un peu plus en détail sur ce qui est attendu dans le R&D Booster. Donc, projet collaboratif de R&D en réponse à un enjeu de développement de nouveaux produits, procédés ou services. Donc, ça, c'est relativement classique. Les activités sur des échelles de TRL de 5 à 9, donc ça, j'en ai déjà parlé. Par rapport à ceux qui connaissaient les FUI, on est en aval d'un FUI, c'est-à-dire qu'il n'est pas... il arrive que parfois la région dise que un R&D booster doit être fait suite à un FUI. Alors, il n'y a plus le FUI, maintenant c'est le PSPC région, et ça vous donne une idée du caractère aval de ce type de R&D. On n'est pas dans la preuve de concept, on est vraiment déjà vers le développement de produits. Voilà, donc je ne répète pas ce que j'ai dit sur les démonstrateurs bas TRL ou plus haut TRL, donc il faut effectivement choisir si vous êtes dans une phase de faisabilité ou dans une phase de développement expérimental. Alors la constitution du consortium, donc associé au moins 2 entreprises et un organisme de recherche. Donc bien sûr, le cahier des charges insiste sur le caractère innovant, comme tous ces projets de développement. Il faut s'inscrire dans un des 8 DOMEX, donc domaine d'excellence de la région. Donc vous recevrez en même temps que ces slides le rappel de ce que sont ces 8 DOMEX. Donc il y a évidemment le numérique, la santé et 6 autres domaines vis-à-vis duquel vous devez vous positionner. Présenter un budget entre 300 000 et 1 million. Il est important de démontrer effectivement la capacité des partenaires à réaliser l'opération et surtout s'assurer que les partenaires sont tous actifs dans le projet et mènent une véritable collaboration. Voilà, donc les critères de sélection, effectivement, les pertinences de la thématique par rapport au regard du tissu régional. L'impact, c'est relativement classique pour les PME en termes d'activité et d'emploi. Donc vous voyez encore une fois que le laboratoire doit être un peu en retrait sur ces projets-là. C'est vraiment des projets pour les industriels. Donc le laboratoire est en support, mais ce qui importe à la région, c'est l'impact économique, essentiellement, en termes d'activité et d'emploi. Donc un bon plan de développement qui montre que effectivement l'ambition du projet est parfaitement cohérente avec l'aide demandée et les ressources dédiées au projet. Voilà. Et évidemment, donc, quelques mots sur la gestion de la propriété intellectuelle et le pilotage du consortium pour assurer la cohérence du projet. Voilà. Un point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est qu'il faut que les 2 entreprises du projet ne soient pas liées en termes de capital. On a eu des cas où 2 entreprises, finalement, avec le même président, n'étaient pas éligibles au R&D Booster. Donc faites très attention et si vous avez le moindre doute, revenez vers nous. Alors, les dépenses éligibles. Donc là, rien de très surprenant. Les frais de personnel, l'amortissement des équipements durant la durée du projet, la sous-traitance, les consommables. Sur les frais de personnel, il y a une petite nouveauté, je crois, c'est que les thésards et les frais de thèse sont exclus. Alors c'est assez cohérent puisqu'une thèse c'est en général sur 3 ans, voire 3 ans et demi, et que le projet dure 1 à 2 ans. Donc effectivement, on ne souhaite pas avoir des frais de thèse et c'est assez cohérent. Voilà. Vous verrez aussi que les frais de déplacement et de mission ne sont pas éligibles. Ça veut dire qu'ils doivent être couverts par ce qu'on appelle les frais généraux, qui sont déclarés dans l'annexe financière du projet et qui correspondent à 20% maximum des frais de personnel éligibles. Voilà. Comme je l'ai dit, les aides, donc pour les entreprises, le soutien régional prend la forme soit d'une subvention pour les projets à bas TRL, soit d'un prêt à taux zéro pour les TRL plus élevés. Pour les organismes de recherche, on est sur une subvention à 100% des coûts marginaux, ou pour les laboratoires qui travaillent en coût complet, comme le CEA Leti par exemple, on est à 40%. Le timing, donc le calendrier évidemment, le dépôt d'abord le 30 mars au plus tard. Ensuite, la présélection aura lieu
vers avril et la sélection des projets avec l'audition vers le 10 juillet. Voilà, et c'est donc la région et BPI France qui évaluent les projets et qui font une recommandation, et c'est l'exécutif de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui prend la décision finale. Vous verrez un petit peu plus tard le calendrier. Donc vous aurez en même temps que les slides évidemment les liens pour récupérer les dossiers pour pouvoir déposer votre projet. Voilà, si on résume, de la demande de dépôt à l'instruction de la demande, donc dépôt le 30 mars, le dépôt du dossier écrit ensuite, si tout se passe bien, une présélection et une audition qui auront lieu en fin juin, début juillet, une décision par l'exécutif régional qu'on attend à l'automne, donc en septembre-octobre, et ensuite, donc, en cas de bonne nouvelle, donc si le projet est retenu, donc soit vous êtes subventionné, et là, en général, la région pourra vous accorder une première subvention de 20%, mais sur justificatif. Et le prêt à taux zéro, donc lui, c'est différent. Vous recevez en général 80% de l'aide à la signature de la convention et 20% à la fin du projet. Les remboursements des prêts, c'est en général en 5 ans maximum, et c'est différé par rapport à la fin du projet. Alors, ça n'est pas strictement spécifié dans le cahier des charges, mais l'habitude de BPI, c'est de différer d'au moins 1 an et ensuite de demander le remboursement en 4 ou 5 annuités. Alors, j'attire votre attention au moment du dépôt. On est souvent focalisé, nous ingénieurs, sur l'annexe technique, mais attention aux annexes financières et aux papiers administratifs. Ils sont requis en grand nombre, donc pensez, pour ne pas vous faire de panique de dernière minute, à remplir cette partie administrative le plus tôt possible. Un petit retour, oui, sur l'année précédente, c'est quand même intéressant. Donc pour le R&D Booster, il y a eu 60 dossiers déposés et vous voyez 40 instruits. Ça veut dire que 20 dossiers sont tombés tout seuls parce que non éligibles, papiers manquants, documents financiers non fournis ou non pertinents. Donc pour des raisons, ce que j'appellerais des raisons idiotes. Et en fait, sur les 40 dossiers instruits, 21 ont été financés. Donc ça veut dire qu'on est presque à 50% de succès pour les dossiers qui ont été instruits sur le fond. Voilà. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle puisque ça veut dire que si vous êtes très rigoureux, bah, le taux de succès du R&D Booster est très significatif. Par contre, c'est dommage d'avoir perdu, vous pourriez dire, 20 dossiers pour des problèmes de vis de forme. Alors, les détails de financement, vous les récupérerez. Je ne vais pas passer du temps pour décrire tout ça. On passe au PIA régionalisé, volet transformation des PME par l'innovation. Alors là, on parle d'un projet individuel. Donc, c'est un projet d'une entreprise demandant l'aide à la région. La carte d'identité du dispositif, eh bien, le dépôt est très proche également, puisqu'on parle du 31 mars 2020 à 17 h. L'assiette attendue, dont le budget total entre 200 000 euros et 1 million d'euros. Là encore, l'appel à projet distingue la phase de faisabilité de 12 mois d'une phase de développement, donc qui serait de développement produit, de 24 à maximum 36 mois. On y reviendra. Qui est éligible à ce dispositif? Donc les PME et les ETI sous dérogation. Dans tous les cas, le financement maximum est de 50% et laissé à la discrétion du COPIL, donc du jury qui va négocier ou instruire le dossier. Donc la valeur d'aide n'est pas strictement fixée. Par contre, l'ordre de grandeur est quand même de 50%. L'appel dit ETI sous dérogation. Par contre, sachez que finalement, il y a peu d'ETI dans la région en nombre. Et donc, finalement, les ETI qui présentent sont souvent
comment dire, prise en considération. Donc même si c'est écrit dans le cahier des charges sous dérogation, je serais plutôt tenté de conseiller aux ETI intéressés par le dispositif de tenter le coup. Voilà. Alors, là encore, et c'est une logique que BPI utilise pour tout projet, qu'ils soient régionaux ou nationaux, les phases de faisabilité, donc de plus bas TRL, sont subventionnées et les phases de développement et pré-industrialisation bénéficient d'avances remboursables. Alors là, vous voyez que je parle d'avance remboursable, ou plutôt je devrais dire avance récupérable et non pas prêt à taux zéro, et vous verrez qu'il y a une petite différence. Bon. Dans la différence avec le R&D Booster, c'est que vous n'avez pas à décider si votre projet est en bas ou en haut TRL, vous avez le droit de mixer les actions de bas TRL et de plus haut TRL. Par contre, il ne faut pas dépasser l'assiette maximum de 1 million d'euros. Et donc, l'aide maximum attribuée sera très rarement au-dessus de 500 000 euros, quoi que vous fassiez, et quel que soit le mix que vous ferez entre les étapes de faisabilité et les étapes de développement et pré-industrialisation. Voilà. Donc, encore une fois, le planning ressemble comme un frère au planning du R&D Booster, puisque le dépôt a lieu simplement une journée plus tard. Et là encore, donc envoyez-nous au plus tôt vos premières versions pour qu'on puisse vous faire des commentaires et des propositions d'amélioration dans un délai raisonnable. Je passe au slide suivant. Donc, éligibilité PME ou ETI sous dérogation. Bien sûr, le montant de l'aide ne peut excéder les fonds propres de l'entreprise et sont exclus, mais ça c'est toujours le cas, les entreprises en difficulté au sens de l'Union européenne. Alors, excusez-moi, voilà. Qu'est-ce qui est attendu? Donc, comme son nom l'indique, le projet vise à transformer les PME par l'innovation. Alors, soit vous êtes dans un développement assez classique d'un produit très innovant, ça c'est un premier cas de projet, soit vous utilisez ce dispositif pour améliorer vos processus internes, c'est-à-dire changer l'entreprise par le numérique, par la digitalisation. Donc c'est une innovation qu'on appelle au sens large, qui n'est pas uniquement technique, qui peut être sur vos processus, qui peut être marketing, qui peut être un changement de business model, mais l'instructeur doit avoir le sentiment que vous êtes en train de transformer en profondeur l'entreprise, soit par l'innovation produit, soit donc par une modification de votre façon de travailler. C'est assez intéressant comme dispositif. Et donc, dans le cas où vous seriez plus en changement d'entreprise et en changement de façon de travailler, le jury est sensible au fait que non seulement vous faites le changement, mais que ce changement est accompagné. Donc, une partie des ressources est fléchée pour que le déploiement de l'entreprise se fasse correctement, que pour les gens soient convenablement formés aux changements proposés. Et donc, il y a une adaptation humaine, organisationnelle ou des usages de l'entreprise. Donc, les aides de 100 000 à 500 000, je l'ai déjà dit, dépenses éligibles au minimum de 200 000 euros et donc un financement maximum de 50%, je n'y reviens pas. Également, une subvention pour un projet de maximum 12 mois, donc ça c'est une spécificité, c'est une phase de faisabilité qui doit être relativement rapide en 12 mois, et éventuellement donc une phase de développement qui elle peut durer 24 mois et jusqu'à 36 mois sur dérogation. Et encore une fois, donc les deux phases sont cumulables, c'est-à-dire que vous pouvez choisir d'avoir des actions de faisabilité et à la suite des actions de développement, mais bien sûr l'ensemble doit rester parfaitement cohérent. Voilà, les dépenses éligibles, donc les dépenses de personnel, les investissements non récupérables, l'amortissement des investissements récupérables, donc voilà, rien de très nouveau.
pas d'investissement de remplacement, donc on ne peut pas profiter d'un dispositif de type PIA Innovation pour remplacer une machine et faire de la jouvence en fait. Ça n'est pas du tout l'esprit de l'appel. Donc j'y reviens, le caractère innovant, c'est évidemment très important pour passer la barre sur ce type de projet. On parle même d'innovation audacieuse, qui est un joli terme et qui montre bien l'ambition du projet. Évidemment, des retombées économiques pour l'entreprise, ça c'est relativement classique. Le cahier des charges insiste beaucoup sur l'intégration globale de l'innovation dans l'entreprise, les créations d'emplois évidemment, et de plus en plus, donc ça arrive dans pratiquement tous les projets maintenant, si c'est pertinent, l'impact environnemental, tous les projets qui ont un impact environnemental positif auront effectivement un gros avantage par rapport aux autres. Voilà, donc si on résume, date de dépôt donc le 31 mars, un prochain appel au 30 juin. Donc ce qui est bien, c'est qu'autant on aura un seul appel R&D Booster, autant on aura plusieurs appels du PIA régionalisé, donc transformation des PME par l'innovation. Donc 31 mars, 30 juin si vous ratez l'appel le dépôt le 31 mars, et on espère un troisième appel en fin d'année, mais encore à confirmer. Voilà. Donc le dépôt sur le site, donc vous avez l'adresse. La région essaye de réduire maintenant les temps d'instruction à 6 mois, je crois même qu'ils vivent un petit peu moins. Donc le comité de sélection, c'est un comité de sélection État-région. En fait, c'est un représentant de l'État en région et la région qui décide. BPI instruit les dossiers et a un avis consultatif, mais c'est la région et l'État qui prennent la décision. Et si le projet est accepté, donc en termes de mise en place, donc inversement de la subvention en 2 fois. Alors il y a écrit 50% maximum à la signature. Plus typique, c'est 20 ou 30% à la signature et au démarrage du projet. Ensuite, un versement sur justificatif après 12 mois et tous les 12 mois sur justificatif. Pour les avances remboursables, comme toujours, on est sur un remboursement en maximum 5 ans. Alors là, vous voyez la différence avec le prêt au taux zéro. C'est ça la différence entre avance remboursable et prêt à taux zéro. Une avance remboursable en cas d'échec technique et ou commercial, vous pouvez demander à ne pas rembourser en totalité l'avance remboursable. Donc il est spécifié que un remboursement de minimum de 40% sera demandé, même en cas d'échec, mais par contre pas 100%. Quand vous bénéficiez d'un prêt à taux zéro, le remboursement doit être intégral de 100%. C'est une différence assez significative. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé la description des deux dispositifs. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que en fonction de la dominante du projet que vous allez soumettre, eh bien, envoyez les dossiers à vos 4 directeurs techniques. Donc, soit la dominante est l'optique et la photonique, et donc je vous conseille d'envoyer à Corinne Pasquier. Soit la dominante est plutôt autour des contenus et des usages du numérique. Donc, c'est David Galrenier qui gérera votre dossier. Moi-même, donc Hervé Ribaud pour l'électronique, la microélectronique, disons les matériaux pour l'électronique également. Et puis Philippe Vizorek pour tous les projets à forte teneur logicielle. Voilà, je crois que nous sommes maintenant prêts à traiter les questions. Alors, les questions, on en a pas mal. Je vais les prendre dans l'ordre. Je vais essayer de regrouper celles qui sont sur le R&D Booster et on regroupera les autres après. Vous pouvez continuer à en mettre. Et on va démarrer tout de suite. Donc, la première question, c'était: y a-t-il un risque de financement via les fonds FEDER? Alors oui, c'est une bonne question. Donc, c'est un point que je vérifierai. Mais ce que je sais, c'est que la région souhaite éviter à tout prix les financements FEDER. Donc, je n'ai pas revérifié récemment. Je dirais que probablement, ce seront des fonds propres de la région, donc pas de fonds FEDER, mais je reconfirmerai, je revérifierai ce point-là et je vous le reconfirme très rapidement. Ensuite, un post-doc est-il éligible?
Alors un postdoc, je pense que oui, puisque la durée d'un postdoc, à ma connaissance, de 1 à 2 ans, est compatible avec la durée des projets. C'est juste une question de durée, c'est pas une question de typologie. C'est comme ça que je l'ai compris, D'accord. puisque on met un peu en péril une thèse de 3 ans si on l'adosse à un projet qui est plus court, donc d'1 ou 2 ans. D'accord. C'était pour moi la logique, mais également je pourrais revérifier ce point-là. Dans le consortium, est-ce que le coordinateur peut être un laboratoire ou est-ce que c'est forcément un industriel? Ah non, non, pour les 2 projets. Ah non, l'autre, il est un... Déjà, le projet PIA, il est C'est que individuel, industriel. industriel, donc Mhm. là, il n'y a même pas de question à se poser, pas de Et laboratoire pour le pour le R&D, PIA. Et pour le R&D Booster, donc là également, le porteur doit être l'industriel et le laboratoire est seulement en support, donc ce n'est absolument pas le bon outil pour mettre en valeur le laboratoire. Le R&D Booster est un projet industriel et même, comme je l'ai dit, relativement aval, donc très orienté sur la commercialisation de produits. justement, on a une question après sur préciser l'échelle TRL 5/6. Je crois que tu l'as dans les annexes là, du Alors slide. oui, vous avez probablement noté que pour le R&D Booster, j'ai beaucoup parlé de TRL parce que c'est spécifié. Et par contre, les rédacteurs de l'appel à projet PIA n'ont pas souhaité mentionner les TRL. Alors, c'est un peu ennuyeux parce que effectivement, j'aurais aimé vous donner, pouvoir m'appuyer là-dessus. Après discussion avec eux, ben, on est quand même un petit peu dans la même configuration, c'est-à-dire que ce qui est appelé faisabilité dans le PIA Innovation, c'est des TRL 4, 4, 5. Et ce qui est appelé développement et pré-industrialisation, bah, c'est 7, 8, 9. Alors vous allez me dire, que devient le 6? Bah, j'en sais rien. C'est un peu entre les deux. Mais voilà un petit peu ce qu'on m'a dit. Donc ils n'ont pas souhaité le spécifier, ce qui est un petit peu curieux, mais vous comprenez en gros qu'il s'agit de TRL 4-5 pour les faisabilités et on va dire 6-7-8 pour la partie développement, pré-industrialisation. Et comme vous le voyez, on vous a mis le slide en annexe. Oui, pour rappel, pour mémoire. Est-ce exclusif avec une aide ADI en cours de la BPI sur un projet différent? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une aide de la BPI, une aide ADI de la BPI sur un projet et en même temps déposer un autre projet R&D Booster? Alors, vous pouvez toujours déposer plusieurs projets en parallèle, par exemple un EasyTech avec un R&D Booster, suivez mon regard. Par contre, il faut que les périmètres soient toujours bien disjoints. Et vous vous rappelez que dans la plupart des projets, vous avez un paragraphe dans lequel vous est demandé de positionner le projet que vous demandez par rapport à vos autres projets en cours ou vos autres demandes. Et ça n'est fait que pour ça, c'est-à-dire s'assurer que vous n'êtes pas en train de faire un double financement sur les mêmes actions techniques. Ok. Pour les PME, quelle limitation vis-à-vis des fonds propres ou quasi-fonds propres dans le cas de la subvention ou du prêt à taux zéro? Alors, c'est les mêmes conditions qu'au moment du dépôt du projet ou du démarrage, pardon, prévu du projet. Vos fonds propres doivent être au moins équivalents à l'aide demandée, quelle que soit l'aide, que ce soit des subventions, de l'avance remboursable ou un prêt à taux zéro. Je crois que ce point-là est le même quelle que soit la forme de l'aide. Alors comme c'est des points relativement techniques au niveau financier, là encore, si vous avez un doute, je pense que le mieux, c'est de revenir vers nous et avec notre directeur financier, donc Rémi Tassan, on fera le point avec vous si vous voulez. Peut-on avoir une précision sur la constitution des deux entreprises? Quelle taille en termes de personnel? Donc, on vous a mis aussi en annexe la définition de l'INSEE sur qu'est-ce qu'une PME, qu'est-ce qu'une ETI et qu'est-ce qu'une grande entreprise. Oui, voilà. Alors, PIA, je vous rappelle, c'est PME ou ETI par dérogation. R&D Booster, c'est un petit peu différent puisque c'est PME, ETI, mais inférieur à 2000 personnes. Donc, ce n'est pas strictement la définition INSEE. Ouais. Par contre, c'est imposé par la région. Donc, dans R&D Booster, vous aurez ou 2 PME ou 2 ETI, mais en aucun cas, aucune des 2 entreprises ne peut avoir plus de 2000 personnes. Ensuite, une question sur le PIA3. Quelles sont les règles de cumul du CIR, Crédit Impôt Recherche, et des subventions PIA3? Alors, oui, bonne question. Donc, vous pourrez toujours bénéficier du CIR
sur la partie qui n'est pas aidée. C'est-à-dire que si vous avez 50% d'aide, donc sur la partie que vous aurez à payer de 50%, eh bien, vous pouvez donc bénéficier du CIR sur cette partie-là. Donc, si vous avez 30%, disons, de CIR, bah, vous aurez 30% des 50% restants, donc 15% d'aide supplémentaire au travers du CIR. Mais comme le CIR est une affaire entre, je dirais, l'entreprise et l'État, donc on ne traite jamais ce sujet-là dans l'instruction des projets, puisque c'est vraiment l'affaire de l'entreprise et que c'est très spécifique à chaque entreprise. Mais voilà, donc sachez que sur la partie non aidée, vous pouvez bénéficier du CIR. Est-ce que nous avons un dossier type qui donne la forme que doit prendre la demande de PIA 3? Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé le dossier. Donc, je vais continuer à le chercher. Je pense que quand vous vous inscrirez sur le site, vous aurez la possibilité de télécharger le dossier. Donc, moi, en tant que pôle, comme je ne vais pas déposer de dossier PIA, je n'ai pas, je ne me suis pas inscrit et donc j'ai pas récupéré le template. Donc, effectivement, c'est un bon point et je vais essayer de récupérer le template. Donc, soit vous vous inscrivez et au moment de l'inscription, vous pouvez télécharger le template, soit vous n'y parvenez pas. Et effectivement, moi, j'ai pas pu faire l'essai. Si vous avez un problème, donc je le récupérerai. Je pense que c'est la BPI qui doit avoir le template, puisque c'est la BPI qui opère le dispositif. Mais effectivement, il vous faut un template pour écrire la proposition. Sur la notion de transformation, les startups sont-elles éligibles, sachant que l'innovation est dans l'ADN initial de la startup par rapport à une transformation par l'innovation? Alors, ça, c'est une excellente question parce que justement, il y a encore, la région se pose un petit peu encore des questions sur les startups dans le cadre du PIA Innovation. Moi, je pense que quand même, une startup est tout à fait dans l'esprit du dispositif. Donc, je serais tenté de vous dire d'y aller, c'est-à-dire de déposer le dossier. Parce qu'en tant que startup, donc, vous allez probablement proposer un produit particulièrement innovant avec une forte prise de risque, donc de l'audace qui est demandée par l'appel. À ce jour, je vous dirais plutôt de tenter l'aventure. Si j'ai dans les jours qui viennent une décision qui va dans un autre sens, je vous le ferai savoir. Mais à ma connaissance, les startups font partie des entreprises qui peuvent intégrer dans les PME en fait. Voilà, qui sont des PME et qui peuvent donc candidater au PIA Innovation, oui. Comment choisir entre les deux dispositifs? Alors déjà c'est assez simple puisqu'il y en a un qui est collaboratif. Donc normalement il n'y a pas de question parce que le PIA est un projet individuel, donc il est là pour financer des ressources de R&D dans une entreprise, alors que le R&D Booster est là pour financer une collaboration entre deux entreprises, donc typiquement deux entreprises qui travaillent déjà ensemble ou qui souhaitent travailler ensemble, et un laboratoire qui va leur apporter un plus scientifique ou technologique. Donc pour moi, il n'y a pas trop on ne doit pas trop avoir d'hésitation entre les deux dispositifs, et si vous en avez, bah, appelez-moi. Appelez Hervé, pas de souci. Vous précisez qu'il y a un seul appel R&D Booster. Je croyais qu'il y en avait deux par an. Est-ce que ça a changé? Alors, bah, oui, je crois que pour des raisons essentiellement budgétaires, l'année dernière, à ma connaissance, il y a eu un seul appel, et pour l'instant, donc, je pense qu'on aura plutôt un appel. Si les choses changent, donc nous vous le ferons savoir rapidement. Ça veut dire qu'en fait, il n'y en a pas de deuxième fixé et qu'ils ne sont Voilà, pas engagés là-dessus. c'est ça. Pas d'engagement pour l'instant. Ok. Pour le R&D Booster, s'il y a des actionnaires non dirigeants mais qui sont communs, est-ce que ça pose problème? C'est quoi la limite des liens entre les deux entreprises? Ouais, donc là, c'est pareil, c'est trop spécifique et un peu trop risqué puisque vous risquez de vous lancer dans une proposition complète, d'aller très loin pour finalement vous apercevoir que vous n'êtes pas éligible. Donc là, si vous avez un doute sur cette histoire de capitaux liés entre les entreprises, donc revenez vers nous
et on essaiera de démêler les chevaux avec vous, quoi, pour éviter des surprises de dernière minute. Quel dispositif serait le plus pertinent pour financer des essais cliniques afin de valider l'approche avant le développement d'un produit médical, par exemple? Alors, quel serait le dispositif? Donc là, on parlerait plutôt de pré-essai clinique ou essai clinique. Pour moi, ce serait plutôt de la faisabilité, donc des TRL relativement élevés. Non. Là encore, c'est un petit peu trop spécifique pour répondre. Je pense que si on est en essai préclinique, on est déjà sur des TRL relativement élevés, donc plutôt dans un dispositif avance remboursable qu'un dispositif subvention, mais ça demande un petit peu plus d'analyse. Et en termes de dispositif, bah là c'est pareil, soit vous êtes seul et c'est plutôt vers le PIA qu'il faut aller, soit vous avez une idée de consortium et c'est plutôt le R&D booster qu'il faut activer. Okay. Pour le PIA 3, transformation et innovation, combien d'années d'existence minimum pour être éligible? Alors, d'existence de la société, bah moi je n'ai pas vu de prérequis sur l'existence de l'entreprise. Je pense que ça rejoint la question sur les startups. Je pense bon, il faut être créé de toute façon, il faut avoir un numéro SIRET et être une entreprise. J'ai pas vu d'autres requis, mais je vérifierai ce point-là si vous voulez. Alors après, on a quelqu'un qui serait intéressé par le PIA 3 filières. Est-ce qu'on prévoit de faire un webinaire sur le sujet? Alors le PIA 3 filières, donc je crois. Alors la difficulté, c'est que il me semble que le dernier PIA 3 filières, donc au niveau national, l'appel est fermé, et au niveau régional, donc l'appel va se fermer, je crois, fin mars. Donc c'est vrai que ça va être un petit peu juste pour faire un autre webinaire. Pour faire un autre webinaire, oui. Okay. Bon, par contre, si vous avez un projet filière, voilà, revenez vers nous. Ouais, on fera pas de webinaire, mais on vous voilà. attend. On vous accompagnera de toute façon. Si une entreprise régionale est filiale d'une entreprise parisienne, est-ce que ça peut marcher? C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise doit être totalement régionale ou est-ce qu'elle peut être filiale d'un grand groupe mais implantée en local? Alors pour moi, la limite de régional. Oui, également, c'est peut-être un point que je vais vérifier, mais pour moi, il faut une présence R&D dans la région, je pense. Oui. Pour être éligible. D'accord. Mais bonne question, je ferai une vérification. Concernant la taille inférieure à 2000 personnes pour les ETI, est-ce que cela s'applique à la filiale française d'un groupe de taille supérieure à 2000? Pareil, c'est-à-dire est-ce qu'on prend en compte que la filiale ou est-ce qu'on prend en compte la totalité du groupe? Non, je crois que c'est consolidé, hein, donc ce sera pas que la filiale. Ce sera la totalité. Ouais. Pour le R&D Booster, les deux entreprises doivent-elles être localisées, immatriculées en région Rhône-Alpes? Oui. Les deux entreprises? Oui. Et le labo, il n'y a pas de contrainte? Si. Aussi. Tout le monde en Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Après, il y a quelqu'un qui dit qu'il peine à trouver les 8 domex. On vous les a mis en annexe, donc vous les aurez dans le document. Les voilà. Voilà. Industrie du futur, donc industrie 4.0, l'énergie, le numérique, la santé, l'agroalimentaire, le bâtiment, la mobilité, système de transport et évidemment sport, montagne, tourisme. Dans la région. Ok. Il y a quelqu'un qui a téléchargé le dossier R&D Booster qui a mis à disposition des participants, donc très bien. Alors il dit ça semble très, très, très simple et court comparé à l'EIA accélérateur par exemple. Est-ce bien ça le dossier complet? On regardera ce que vous avez mis comme lien et on vérifiera que c'est le bon dossier et on vous dira. Sur la question du template ou du dossier, oui, j'ai pas précisé. Donc le dossier du R&D Booster est tout à fait bien accessible. Et dès qu'on arrive sur le site web, on peut télécharger le dossier complet avec les annexes financières et techniques. Le problème, c'est le PIA. Là, par contre, je n'ai pas trouvé de lien évident pour télécharger les templates et donc je regarderai comment les récupérer. Alors, est-ce qu'on peut mettre un labo en subvention dans le R&D Booster? Alors, le laboratoire est toujours subventionné. Les laboratoires ne bénéficient pas, entre guillemets, d'avance remboursable. L'avance remboursable, c'est pour les industriels, donc pour les projets à plus haut TRL.
et les laboratoires sont toujours subventionnés. Pour le PIA 3, les templates des dossiers sont sur la plateforme de la BPI. Voilà, exactement, c'est ce qu'on disait. Oui, merci Ils pour sont la bien là-bas. précision. Je n'ai plus de questions dans ma file de questions. Est-ce que, une petite dernière avant qu'on se sépare, est-ce que vous avez un petit doute Donc on vous redit que de toute façon, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à revenir vers l'équipe des directeurs techniques du pôle. Nous, on va aller fouiller les quelques questions où on ne savait pas vous répondre et où on a besoin de vérifier un certain nombre de choses. Oui. Ah, PIA 3, un autre dépôt en juin, point d'interrogation. Alors, PIA 3, donc il me semble vous l'avoir dit, il y a effectivement Mars, juin et fin d'avril. voilà, un dépôt. Ils sont déjà programmés en mars et en juin. Et il y a un point d'interrogation sur un 3e appel en fin d'année. La question, c'était plutôt pour R&D Booster, où pour l'instant, je n'ai de visibilité que pour un appel. Sans aucun engagement sur un autre possible, même si à on ma n'avait pas la connaissance, date. voilà. Donc il y a 3, on en a probablement un 3e. Ok. Alors, il y a des gens qui écrivent en ce moment, du coup. Alors on va attendre que les questions arrivent. Oui. Donc pour le nombre d'appels, c'est beaucoup des contraintes budgétaires. Donc je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas encore les réponses sur le 3e appel PIA, par exemple. C'est une question de budget. Avez-vous des taux de réussite sur le PIA 3 de succès, comme tu avais pour le R&D Booster? Alors, non, j'ai pas pu le récupérer à temps pour le webinaire. J'ai parlé à la personne qui opère à la région le dispositif et je sais que cette personne a commencé à compiler les résultats, mais voilà, il n'était pas disponible pour l'instant. Si je peux les récupérer, j'essaierai de vous les faire parvenir. Je pense que ce sont quand même des projets. C'est ça l'intérêt des R&D boosters, du PIA et de ces projets régionaux, c'est que les taux de réussite sont quand même assez significatifs. Hein. Vous voyez, 30%. 50 pour le R&D, pour ceux qui voire 50% pour ceux qui tombent pas pour vice de forme. Donc, je vous encourage quand même à candidater à ces dispositifs-là parce qu'ils sont tout à fait accessibles. Et voilà. Bon, par contre, je n'ai pas encore des chiffres pour le PIA. Alors, comment vous serez informé des réponses aux questions qu'on n'avait pas aujourd'hui? En fait, on va vous mettre à disposition l'enregistrement de ce webinaire et toutes les questions et les réponses, on y répondra par écrit pour que vous ayez tout ça, un dossier complet. Est-ce qu'un organisme de R&D privé et de diffusion des connaissances peut être subventionné à 100%? Ah, R&D privé. Alors, diffusion des connaissances, c'est un terme qui est utilisé dans le cahier des charges, donc absolument oui. De mémoire, la notion géographique est effectivement obligatoire. Je ne me rappelle pas d'une mention de public ou privé. Je revérifie ce point-là pour ne pas vous dire de bêtises. Je serais assez tenté de dire que privé ou public, a priori, les deux doivent fonctionner, mais je vais revérifier ce point-là. Oui, on va quand même aller s'assurer que... D'accord. Si vous n'avez plus de questions... Ah, oui, voilà, plus de questions apparemment. Du coup, on va vous laisser. Donc, vous n'hésitez pas à revenir vers l'équipe des directeurs techniques du pôle. On vous guidera parce que forcément, toutes les questions n'ont pas forcément pu arriver. Et puis, on vous mettra à disposition l'enregistrement et on vous mettra à disposition questions et réponses. Et on va aller chercher les réponses aux questions quand on ne savait pas ou quand il y avait des précisions qui étaient pas là. Sachant qu'il y a toujours des cas particuliers et qu'en cas de doute, le mieux, c'est effectivement de prendre contact directement avec l'équipe. Surtout pour les points assez subtils d'organisation financière et qui peuvent être éliminatoires. Et de filiales, de petits groupes, de grands groupes, de machin. C'est ça. Je préfère vraiment que ce soit analysé au cas par cas pour vous éviter de passer un mois de travail intense pour finalement s'apercevoir que... Ça rentre pas dans les fourches pelines. Eh ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et puis rendez-vous pour le prochain webinaire pour d'autres appels à projets. On ne sait pas quand, mais on vous tiendra au courant, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.